de la nomination de la première ministre Judith Toulouka à la formation des nouveaux gouvernements, quel genre de ministre que cette première ministre doit travailler avec des technocrates ou encore des politiques? Est-ce que le peuple congolais pu attendre quelque chose de positif dans ce nouveau gouvernement qui sera formé dans les prochains jours? Les priorités justement d'ici gouvernement, est-ce qu'il faut continuer à croire, est-ce que ce gouvernement de Mme Judith Toulouka pourra-t-il essayer de sortir la tête de l'eau pour donner les sourires aux Congolais, des questions qui méritent d'être posées, des réponses tout à l'heure dans cette émission, mais aussi tout au long de cette émission, on va revenir sur ce qui se passe. Ce qui se passe, vous le savez bien, il y a un monsieur qui s'appelle Eric Nkoulou, justement arrêté par la justice congolaise, qui a été présenté par la DEMIAP, l'un des proches de Corneille Nangaa, lui qui il a cité beaucoup de personnes, y compris Joseph Kabila Kabange ou encore Joseph Olengankoyi, comme des complices, comme des gens qui travaillent avec ce mouvement créé par Corneille Nangaa qui combat justement aux côtés des M23, messieurs et dames. Est-ce qu'il s'agit justement des réalités ou bien des règlements des comptes créés par les pouvoirs en place justement pour se justifier de leur manière de travailler ou bien pointer du doigt à d'autres personnes au moment où certainement les Congolais attendent que les politiques, d'une manière générale, qu'on puisse créer cette cohésion nationale, voulais-je dire, justement pour combattre l'ennemi au niveau extérieur, mais à l'intérieur, des frustrations à continuer toujours. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Est-ce que n'est-ce pas le moment de recréer cette cohésion nationale, que les Congolais puissent se mettre autour d'une table pour parler, pour se mettre d'accord justement, de faire une union sacrée des Congolais pour contrer les complots, ce qui se prépare au niveau international. Messieurs et dames, Interface, le premier numéro de cette émission, le 8 avril 2024. Vous nous suivez de partout à travers le monde. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bonsoir Sarah. Monsieur Daniel Roland-Lay reçoit mes salutations. Bon début de semaine à ceux qui nous suivent en ce moment. Salutations spéciales également à notre invité du jour et bon début de semaine à lui. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous Monsieur Bob Wabenga. Il est cadre et communicateur du parti FDC. Débat Tchiloukwebo, justement, l'ancien président du Sénat. Bonsoir Monsieur Bob et bienvenue. Bonsoir Monsieur Daniel, bonsoir Maman Sarah, et je profite aussi de cette occasion pour saluer nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Pour moi c'est un honneur de rehausser par ma présence sur cet auguste plateau, donc voilà. Alors comment se porte le parti AFDC, votre parti? Comme je l'ai toujours dit, je pense que la première fois où j'étais venu, c'est l'un de partis qui prône beaucoup de temps de choses que je veux le dire ici. Donc le parti se porte très bien. Nous sommes déjà en train de nous préparer pour diriger, avoir la main sur l'appareil gouvernemental. Donc voilà. Alors, l'appareil gouvernemental, on va bien sûr revenir sur ce problème de la sécurité, mais d'abord, on va commencer par commenter cette nomination de Mme Toulouka comme première ministre pour la première fois qu'une femme puisse occuper ce poste. On parle de l'histoire, on dit partout, historique. Vous, au niveau de votre parti politique, comment avez-vous reçu cette nomination de cette dame? En tout cas, pour nous, c'est une nomination qui découle de la rationalité, mais aussi de la méritocratie, étant donné que c'est une dame qui a un carnet d'adresses bien garni. On était très content de savoir, pour la première fois depuis que la RDC existe, il y a eu une première ministre comme femme qui occupe ces hautes fonctions. Pour nous, en tout cas, c'était quelque chose. On a eu même à saluer cela. Je pense que j'avais eu à présenter une émission, pas sur cette chaîne, mais sur d'autres, où j'ai eu même à saluer la bonne volonté du président de la République de mettre en exécution l'égalité entre l'homme et la femme. Et nous le voyons aujourd'hui, comment cette femme a occupé un grand poste dans l'une des institutions de la République. Donc voilà. Bien sûr, vous avez salué, mais on a constaté ce silence silencieux de la part justement de votre autorité morale, d'une manière générale, des cadors, des grandes personnalités de l'Union sacrée depuis la nomination de cette dame.
aucune félicitation ou encore un message. Je ne sais pas si votre autorité morale a fait en catimini, mais publiquement, justement, pour féliciter cette dame pour sa nomination. Ce n'est pas fait. Ça donne l'impression comme si vous n'êtes pas d'accord, comme d'autres qu'adorent au sein de l'Union sacrée. En fait, j'ai comme l'impression de fois quand on est en politique, surtout dans nos émissions, j'ai comme l'impression de fois d'être en train de faire des chroniques musicales. Pourquoi? Parce que très souvent, on revient toujours dans des polémiques qui n'ont ni tête ni queue. Mais j'aimerais juste répondre à une question qui est assez pertinente que vous venez de poser. Monsieur Bati Lukwebo est l'autorité morale d'un grand parti politique en RDC. C'est l'AFDC. Sur ce, l'AFDC, dans son ensemble, a toute une équipe, a une administration qui gère pour le fonctionnement du bon déroulement du parti. Sur ce, si le parti doit se prononcer sur les bons inédiformes selon le statut, il faut normalement qu'il y ait une personne qui va parler au nom du parti. Cependant, on les appelle les porte-paroles. S'il n'y a pas des porte-paroles, sur d'autres structures administratives, on parle de communicateurs. Comme moi, par exemple, je suis l'un des communicateurs de la FDC. Aujourd'hui, je viens pour dire encore haut et fort que je salue la nomination de la dame qui occupe une haute fonction de la République. Donc voilà, je pense que déjà, M. Bati Lukwebo, nous sommes les personnes, avant d'ailleurs de me présenter aujourd'hui, il a fallu que j'aie l'autorisation des autorités du parti. Donc je parle au nom du parti. Donc déjà, je pense que ce que je dis, ce sont les mots qui m'ont été donnés au sein du parti pour le mettre sur la place publique. Donc je pense que déjà ma présence qui certifie l'approbation de notre autorité morale par rapport à cette nomination. Donc, et vous en pensez quoi de ceux qui disent Bati n'a pas pu féliciter publiquement cette dame parce qu'il y aurait des frustrations au sein de l'Union sacrée, que ces grandes personnalités de l'Union sacrée ne seraient pas d'accord parce que elle aussi revient, ses postes quand même. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement Bati, il y a Bemba, il y a Mbosso, il y a Bati, il y a tant d'autres Caméré, pourquoi pas les citer aussi, qui ont gardé ce silence après la nomination de cette dame d'une manière générale. Est-ce que ne serait-ce pas des frustrations aujourd'hui ou bien ces désaccords entre ces dirigeants des grands partis politiques de l'Union sacrée qui se dit peut-être, bon, ok, non, on ne voulait pas de cette dame, mais les présidents l'ont nommé quand même. Non, pas du tout. Je viens de vous dire que nous sommes dans une période assez cruciale pour l'évolution vers même le développement de notre pays. Pour le moment, nous sommes en train d'attendre la sortie officielle du gouvernement. Alors, on ne peut pas rester empaqueté sur des choses qui ne peuvent pas nous faire avancer. Sur ce, comme je venais de vous le dire tantôt, notre autorité morale ne parle que par le biais de ces communicateurs que je suis. Alors, je représente l'AFDC. Si je viens ici pour parler de l'AFDC, soyez-en sûrs que ce sont les mots qui m'ont été donnés auprès de mes autorités politiques. Donc sur ce, je reviens encore pour dire que nous sommes totalement d'accord sur la nomination de la dame qui occupe une grande fonction en République démocratique du Congo. Sur ce qui concerne d'autres partis politiques, moi je n'aimerais pas entrer là-dessus parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais lorsqu'il s'agira de parler de manière générale sur un sujet qui gangrène notre pays, là je pourrais quand même être mon avis, mais en ce qui concerne la FDC, je vous le dis encore pour la énième fois, que nous sommes totalement d'accord et nous nous alignons sur la décision que le président de la République a prise pour la nomination de cette dame. Est-ce que vous pensez que le président de la République a misé sur la compétence de cette dame, ou bien le président s'est dit, par exemple, ok, comme on n'a jamais eu une première ministre dans ce pays quand même, avec mon régime, il fallait qu'on puisse écrire l'histoire au-delà de la compétence. On s'en fout peut-être de la compétence, je la nomme et je resterai dans l'histoire. Est-ce que ça peut être les cas? Pour moi, cette nomination va dans deux volets. Le premier volet, c'est plus en termes de la motivation. Je pense que les femmes, à partir d'aujourd'hui, doivent comprendre que c'est un message fort que le président de la République est en train de lancer pour leur stimuler à travailler dans le but d'espérer occuper des postes de haute fonction. Sur ce, les femmes se sont tellement sous-estimées. Ce pays, je dirais que la République, nous sommes déjà dans sa 60e anniversaire. Sur ce, il est important de savoir que la femme a une place très cruciale pour le développement de notre pays.
Aujourd'hui, déjà de par notre mentalité, de par notre culture, de par notre tradition, ça ne valorise pas la femme. Nous voyons aujourd'hui la femme, leur place c'est plus à la cuisine. Les femmes sont en train de vouloir plus miser sur les hommes et tout ce qui va avec. Alors je pense que déjà, de par cette nomination, c'est un message fort que le président de la République est en train de lancer pour dire aux femmes que l'espoir de notre pays repose aussi sur vous. Alors, je pense que ça, c'est, comme je l'ai dit, en termes de la motivation. Le deuxième angle, c'est plus sur la méritocratie. Écoutez, cette dame, quand j'ai vu sa biographie, soyez-en sûrs que j'étais très étonné de savoir qu'il y a des femmes quand même qui sont très studieuses. C'est une femme qui a étudié. Non seulement qu'elle a étudié, elle a aussi occupé des postes de postes de décision. Et elle a eu à marquer sa carrière. Sur ce, moi, je pense que c'est vraiment une dame qui méritait d'être Premier ministre. Elle mérite la motivation, mais cette motivation, on va la coller plus si elle arrivait à réussir par rapport à ses responsabilités d'aujourd'hui. Non, mais moi, si elle échouait, par exemple, c'est ce qu'on ne souhaite pas, mais si ça arrivait qu'elle puisse échouer, est-ce qu'on parlerait toujours de la motivation? Je vais revenir sur cette question lorsque nous allons parler sur le gouvernement. Voilà. C'est là où je vais vraiment m'apaisantir là-dessus. Mais j'aimerais souligner un truc qui est très crucial. Et que la dame en question, il ne faut pas oublier qu'elle a eu un parcours. Alors moi, j'aimerais dire qu'on ne juge pas un livre de par sa couverture. Il est très important de savoir son parcours. Elle a été où? Elle a fait quoi? Est-ce qu'elle a réussi sur ce qu'elle a eu à entreprendre? Voilà pourquoi je vous ai dit que cette dame a un carnet d'adresses bien garni. Elle a été ministre de plan. Partez au ministère de plan, je vous rassure que j'ai une amie qui travaille là-bas. Elle me donne des éloges de cette dame. Donc je pense que c'est quand même, comme je suis en train de vous le dire, c'est une décision qui découle non seulement de la rationalité, mais aussi de la méritocratie. C'est de la mérite. Aujourd'hui, je pense que même dans la formation du gouvernement, il y aura quand même des femmes qui vont occuper le poste des décisions. Et c'est même notre souhait de voir les femmes gravir des échelons. Donc alors, voilà. Vous parlez de son parcours, bien sûr. Et oui, c'est qu'elle a pu faire les agendas, son carnet d'adresses, bien sûr. Mais avant d'être nommée aujourd'hui Première ministre, elle devait aussi faire mieux au niveau du ministère du Plan, où il était la patronne là-bas. Mais aujourd'hui, on voit notre pays est en train de reculer parce que on reproche toujours au gouvernement congolais de ne pas avoir un plan de développement pour la République, pour le futur, pour les réalisations, pour faire développer ces pays. Mais il fallait qu'on puisse aussi retenir d'elle des bonnes réalisations, des bonnes propositions, par exemple au niveau du programme des 145 territoires, où elle a coordonné justement, après le ministre Christian Mwando. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que ces programmes ont échoué. On voit même le président Tshisekedi lui-même, lors d'un point de presse avec le ministre Patrick Mouyaya, avait jeté des éloges au ministre Liaou, qui serait parmi les meilleurs du gouvernement de Wariodé, de l'ancien premier ministre Samuel Kondé. Est-ce que vous pensez que son parcours au niveau du ministère des Plans, voulais-je dire, ne relève pas des doutes quant à sa manière, quant à sa façon qu'elle va diriger comment la primature aujourd'hui? J'allais vous dire ça en Ingala, mais je préfère rester dans mon idée. Soki Tozaki n'a lieu public, n'a mis on a plan. Tu dis ce que tu es en train de dire, je te rassure qu'on allait te jeter le pied. Ah bon? Oui. Parce que je suis en train de vous dire que c'est ouais, même ça. Par exemple, mais effectivement, il y a c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Voyez-vous, il y a des gens qui nous suivent. Je pense que votre audience est tellement grandiose. Il y a même de personnes. Là, c'est une réalité. S'il vous plaît. Quand même, il y a des personnes qui nous suivent en ce moment. Mais une chose, un détail que j'aimerais dire. Vous êtes journaliste. Et je ne cesse de le répéter. Je pense que le jour où j'étais venu ici, j'ai même épinglé ce sujet. Ouais. Le travail du journaliste, c'est quoi? Collecter des informations, traiter et diffuser. Messieurs, je vous rassure encore pour la énième fois. Partez au ministère de Plan. Si vous dites ce que vous dites, moi j'ai une amie, elle travaille là-bas, que je salue même en passant. On est journaliste, on ne refuse effectivement, pas, mais cela ne vous empêche pas de partir d'abord là où elle travaille, parce que on dit la charité bien ordonnée commence par soi. Mais c'est bon. Est-ce que c'est d'abord? Non, je suis en train d'arriver. Des réalisations qui peuvent nous permettre d'affirmer la façon de faire. Certes que ce n'est pas dans ma compétence, de vous poser des questions. Okay. Mais j'aimerais vous dire une chose.
et que cette dame a eu quand même à faire de prouesses. Raison pour laquelle je dis ceci, on ne juge pas un livre de par sa couverture. Il faut l'ouvrir, s'imprégner de ce qui est écrit. C'est ce qui est important. Elle a réussi avec les programmes de 145 territoires. Et on vous a dit que c'est elle qui était la coordonnatrice de ce programme. Mais les ministères des plans, non, je vous ai posé. Elle qui était les ministres. Non, la question est de savoir. Elle est venue juste après les ministres Christian Mwando. Non, la question est de savoir est-ce que c'est elle qui a eu à coordonner ce programme. Je ne sais pas. Parce qu'une chose, on l'attribue ça parce que je pense que c'est même ce que je vais dire ici tout à l'heure, qu'il y a un principe en droit que j'aime beaucoup qui dit l'infraction est individuelle. Voyez-vous, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne dis pas qu'elle a failli, mais je dis que sûrement elle est en train de payer les pots cassés d'autres personnes. D'autres personnes là, ça peut être qui? Je donne un exemple. Vous pouvez me faire déposer un projet là. Je suis le coordonnateur. S'il n'y a pas de financement, que voulez-vous que je fasse? C'est ça le problème. Et aujourd'hui, nous le savons. Sur le projet de 145 territoires, vous savez qu'il y a eu des détournements. Moi, je vais même vous poser, l'IGF est allé contrôler là-dessus, malgré qu'on n'a pas assez de clarté là, sur ce dossier. Mais je pense que c'est une question de la mégestion financière avant de parler de la mégestion en termes de projet. Donc voilà. Cette dame a eu quand même à faire de prouesses. Alors, Monsieur Bob, s'il faut prendre le cas de la motivation, est-ce que on doit, pour gouverner le pays, on doit toujours tenir compte des plaintes, parce que vous avez dit que le président de la République s'est rendu compte que les femmes se plaignaient. Non, je n'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les femmes se plaignaient parce qu'elles n'avaient pas c'est leur pas ce que place. j'ai dit. Alors, s'il faut tenir compte... Déjà, c'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est ce que vous aviez dit, Monsieur Bob. Vous pensez que on doit gouverner le pays par rapport aux plaintes? Pardon, vous dites quoi? Vous pensez qu'on doit gouverner le pays par rapport aux plaintes? Je pense que déjà, bon, si je dois aller sur votre optique, non. Mais comme je viens de vous le dire, écoutez, 60 ans d'existence de la République démocratique du Congo. Et pour la première fois que nous puissions voir une femme occuper une haute fonction, quand même, ça devait être quelque chose de louable. Mais pourtant, on dit que les femmes sont celles qui se taisent et sont limitées face à certaines situations. Non, limitées dans le sens où les personnes qui le disent, ce sont des gens qui n'ont pas un esprit très ouvert, si je dois le dire comme ça, pour ne pas utiliser des mots assez choquants parce que je suis à la télé. Sur ce, moi je pense, il y a Nelson Mandela dit quelque chose que j'aime beaucoup, il dit « Le salut de l'humanité est entre les mains de la femme ». Ça, j'ai aimé. Et il est temps aujourd'hui que la femme prenne conscience de sa place pour l'avancement de l'humanité. Surtout en Afrique. Pour nous autres là qui avons eu la chance d'aller en Occident, au moins là c'est bon. En Afrique, les femmes se sous-estiment. Les femmes ont encore cette mentalité d'être maman, moi s'il y a. Et déjà, ce que le président de la République a eu à faire, c'est un message puissant par rapport à la motivation. Je pense que déjà vous n'avez plus vous sous-estimer. Si aujourd'hui l'un de vos rêves de par ce que le président de la République a eu à faire, vous rêvez un jour de devenir la future ministre de médias, et je ne serais pas étonné de par ce que le président de la République a eu à faire. Et je pense que, comme je l'ai dit, ça prend plusieurs angles, cette nomination. Notamment, n'oubliez pas que c'est dans l'angle plus de la motivation. Parce que moi, je suis dans des plateformes qui me regroupent deux fois. Dans le mois de mars, j'ai partagé de scènes avec des femmes qui étaient dans des conférences où on était en train de partager, où tu sens des femmes aujourd'hui commencent quand même à gravir des échelons dans l'optique d'occuper des postes de décision. Et ça, c'est quelque chose à encourager. Parce que les femmes ont des potentialités. Vous étudiez pourquoi? C'est pour que vous soyez utile dans l'avenir, ou voire même dans le salut de la RDC. C'est pas pour devenir femme de je ne sais qui. Non. C'est d'abord parce que Dieu a doté en vous une capacité intellectuelle qui vous permettra de mettre cela en exécution pour l'avancée de notre pays. Et je le crois que si les femmes commencent à occuper des postes de décision, beaucoup de choses vont changer. Alors vous avez parlé aussi des réalisations de Madame Judith Toulouka à la tête du ministère du Plan. Mais pourquoi parler de ses prouesses uniquement lorsqu'on la nomme ministre ? Mais effectivement, parce que... lorsqu'elle était à la tête du ministère du Plan, c'était quasiment un silence. J'aimerais d'abord revenir, cette question me pousse à revenir, c'est que le journaliste, l'auguste journaliste que je respecte beaucoup, qui a dit qu'elle n'a pas été citée parmi les ministres warriors, donc les ministres qui ont eu à faire de prouesses. Rectification. Le président de la République a jeté son dévolu sur monsieur Liao, en disant qu'il est le premier à
à faire des prouesses. Mais je pense qu'il n'est pas sur cette liste-là. Il n'y a pas que M. Liao. Il y a aussi la dame qui a eu aussi à faire de prouesses, que je suis en train de vous dire. Alors, s'il était question de numérer toutes les personnes qui ont eu quand même à faire des choses, il n'y a pas que Liao. Si on doit vraiment rester dans la rationalité et dans la vérité, il y a aussi cette dame, comme je viens de vous dire, que si moi avec ce monsieur aujourd'hui, après cette émission, nous allons aller faire une enquête au ministère de Plan, je pense qu'il ne va pas revenir. Hein. Donc c'est déjà un avertissement que je suis en train de lancer. Alors, dans le sens où il va rester là-bas. Ouais, c'est une dame qui n'a pas l'habitude de trop barboter, de trop parler, qui garde toujours un silence silencieux. C'est la même chose qu'on reprochait à l'ancien Premier ministre Sama Lukonde. Est-ce que la crainte aujourd'hui pour la gestion de la République de ne pas nommer un Sama Lukonde féminin plutôt pour en tout moment, même on aura des problèmes au niveau de l'agression surtout, qu'elle continue à garder silence au lieu de parler, au lieu de montrer ses capacités avec beaucoup de rigueur comme chef, mais de garder silence comme Sama Lukonde. Je pense que la sagesse nous instruit de moins parler et de beaucoup écouter. Et deuxièmement, en termes de gestion, on ne juge pas un leader, ou peut-être on ne juge pas une personne qui occupe un poste de par les discours qu'il a eu à prononcer. Parce que en parlant beaucoup, tu peux te retrouver dans des discours persuasifs, voire même dans des démagogies, chose qui n'est pas correcte. Mais je pense que vous devez plus juger ces dames sur les actions, au lieu que de rester sur des discours. Aujourd'hui, vous reprochez, si je dois le dire en une parenthèse, quelques personnes, les gens de l'opposition. Je viens de dire, c'est une parenthèse que je vais refermer moi-même. Les gens de l'opposition reprochent le président de la République, on a l'obara trop, tout ça. Donc, on n'a pas juste besoin d'une personne qui sera là en train de beaucoup papoter, mais ne rien faire. Moi, je préfère que nous puissions rester calmes, être patients, en attendant la sortie officielle du gouvernement, pour que nous puissions maintenant regarder avec de loupe sur la gestion de cette dame. Et je pense qu'elle va vraiment faire quelque chose et si jamais elle ne fait rien, parviendrons-nous à continuer à faire confiance aux dames? Je pense que déjà, en tant que Congolais, nous devons réfléchir à l'unisson. Ici, il n'est pas question de je suis de telle obédience, je suis de telle appartenance politique, mais je pense qu'en termes de changement, en termes d'émergence, en termes de développement, nous devons conjuguer le même verbe. Il n'y a pas question de Moulouba, il n'y a pas question de Moussoïli, il n'y a pas question de l'AFDC, il n'y a pas question de l'UNC, tout ce qui va avec, mais nous devons être Congolais. Alors je me vois très mal lorsqu'on conjugue un tel verbe que nous puissions penser à l'échec. Non, je croise le doigt tout en espérant que cette dame fera de prouesses. Et c'est ça notre plus grande espérance. Parce qu'aujourd'hui, si elle fait 5 ans, un quinquennat, supposons, si elle doit faire 5 ans en tant que Premier ministre, voyez-vous combien de années que nous avons eu à perdre? Alors moi, je pense qu'au lieu de réfléchir sur comment elle va échouer, réfléchissons plutôt comment elle va réussir. Et essayons un tout petit peu de l'accompagner dans sa gestion pour la réussite de notre pays, pour l'intérêt commun. Est-ce que cette nomination, le président Tshisekedi ne nous a pas amené dans un débat inutile de la féminité qui pourrait certainement faire bénéficier rien à la République? Je ne pense pas, comme je viens de vous le dire. Depuis ses 60 ans, il était question maintenant de mettre les femmes sur la chose publique, voir un tout petit peu sur leurs compétences. Les hommes ont échoué. Lamentablement. Lamentablement. Là, et ça je l'assume. Okay. J'assume mes propos. Lamentablement. Je ne dis pas tous les hommes, mais quelques hommes ont lamentablement échoué. Je préfère vraiment utiliser cette expression pour dire simplement qu'il est maintenant temps d'essayer un tout petit peu la femme, parce que ce sont des gens qui ont étudié. Moi, je pense que cette dame aujourd'hui, si elle devient ministre de Médias, elle va changer les choses. Donc, ce sont des personnes comme ça, il faut déjà projeter dans l'avenir. Elle va changer les choses. Voilà. Ah, mais je crois pas. Elle ne doit pas toujours rester là en train de penser, moi, je serai femme de... Non. Elle a aussi des compétences. Quand on est dirigeant, il faut avoir aussi l'autorité. Effectivement. Est-ce que Madame Toulouka, selon vous, saura gérer les ambitions au sein de l'Union sacrée? Madame Toulouka saura gérer des grands cadres de l'Union sacrée comme Bahati, Kamere, Bemba, s'il arrivait peut-être ces dernières puissent être aussi nommés membre de ce gouvernement qu'elle va former dans les prochains jours? Je profite de cette occasion, par ce que nous sommes en train de dire, je profite de cette occasion pour
ouvrir une brèche. Savez-vous que la RDC, République démocratique du Congo, est d'une superficie de 1 235 000 au carré. Donc, ça, 250 000, pardon, carrés. Ça veut dire quoi? J'arrive. Même ça, Bounagan, on a toujours... S'il vous plaît, je suis en train d'écouter le fond. Écoutez. Oui, toujours. C'est sous notre gestion, ça je peux vous le rassurer. Laissez-moi finir le fond de ma pensée. Pour dire quoi? Pour dire que la RDC est comme un mini-continent. Ça, je vous le dis. Il y a beaucoup de pays en Europe qui se retrouvent autant de fois dans la superficie de la RDC. Ce sont des exemples de chaque jour. Non. Ça, il faut... avec les Effectivement, non. Je suis en train d'arriver quelque part. Okay. Donc, pour vous dire que, par exemple, la plus grande province de la République démocratique du Congo, la Chopo, qui est d'une superficie de 199 000 km². La Chopo est plus grande que l'Hongrie, le Portugal, la Grèce et tant d'autres. Pour vous dire quoi, en fait? Lorsque nous devons réfléchir changement en République démocratique du Congo, nous devons le faire avec beaucoup de sens, de manière minutieuse et de manière progressive. La RDC est presque un continent. On est tellement sévère. Je vous dis que les choses ne peuvent pas changer dans un seul quinquennat. Soyez-en sûrs. Dans tous les secteurs de la société, le changer dans un seul quinquennat, c'est archi faux. Et il y a quand même des personnes, juste en termes de démagogie, qui se permettent quand même de venir dans des endroits publics pour le dire que non, voilà, Toko Salabo et Toko Salabo. Non, vous pouvez toucher un secteur, vous pouvez améliorer un secteur, mais pas tous les secteurs. La RDC est grande. Mais vous savez, tout est prioritaire. Effectivement, mais moi je pense, c'est ce que je veux dire, quand on parle de changement, nous devons le faire de manière progressive et de manière minutieuse, détaillée. Il ne faut pas le faire de manière précipitée, sinon nous risquerons d'aller en dehors de la plaque, chose qui n'est pas assez intéressante. Donc voilà. Alors, on va parler maintenant à des profils. Quel genre de ministre que cette dame doit travailler avec? On a toujours reproché au gouvernement passé, le Premier ministre, de travailler avec des ministres qui étaient des politiques, au lieu de nommer dans chaque ministère des technocrates. Est-ce que Madame Toulouka, elle est la Première ministre, quel genre de ministre, quel profil de ministre qu'il faudra qu'elle travaille avec pour essayer de changer la donne, de sortir la tête de l'eau, dans la mesure du possible, de donner les sourires au peuple congolais? Il est ni question, je suis en train de dire, il est ni question de regarder sur le technocrate ou peut-être sur les politiques, mais la question est plus de miser sur la méritocratie, des gens qui ont de l'expertise en la matière. Nous ne voulons pas des gens qui ont étudié par exemple la mécanique, mais qui se retrouvent dans le ministère de la Santé. Ça non. On en a vu dans le régime de M. Kabila. Les régimes de stagiaires. Non, ça continue pas ici. Nous mettons des personnes qui ont eu à étudier pour occuper de telles fonctions. Ah bon? On a vu ça dans on a vu ça. Non. Je suis en train d'arriver. Là, vous me prenez la parole à l'arraché. Oui. Donc, j'étais en train de dire, au régime par exemple de M. Kabila, nous avons vu cela. Il y a des gens comme le monsieur actuel, j'ai oublié son nom, il a fait peut-être le droit, mais il s'est retrouvé comme ministre de Santé. Mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Non. Et Berane Kolengele, il a de l'expertise en numérique. C'est un professeur de droit, mais le ministre des numériques. S'il vous plaît, vous connaissez son parcours? Je vais vous dire que ce monsieur a fait des formations. Sa spécialité? Non, je vais vous dire que ce monsieur a fait des formations pour... Je parle en termes d'expertise. Aujourd'hui, il y a tellement de l'embrouillon dans ce que je suis en train de dire, dans le sens où nous pensons que les savoirs, c'est le diplôme. Non! Tu peux avoir un diplôme et ne pas avoir le savoir. Ici, comme je suis en train de vous le dire, nous voulons des personnes qui occupent de postes de par leur expertise, de par ce qu'ils peuvent apporter en plus. Voyez-vous? Vous parlez de M. Eberante. En termes de numérique, tout ce qui va avec. Mais moi, je vous rassure que ce monsieur a fait des formations qui vont dans ce sens. Et le président Fachi ne peut pas, je ne vois pas le président Fachi mettre une personne qui n'occupe pas, qui n'a pas fait par exemple, qui n'a aucune expertise dans telle matière, occuper tel poste. Je ne pense pas. Ça s'est fait plus dans le régime de M. Kabila et on était en train de vouloir, à chaque fois dans nos différentes interventions, on venait de dénoncer ces genres de choses. Tu sais qu'il a placé les gens qui ont de l'expertise par rapport à tel ou tel ministère, mais à la fin,
On n'a pas toujours de résultats C'est escomptés. ce que je suis en train de vous dire. Le changement, nous devons le conjuguer de manière minutieuse, de manière progressive. On est trop exigeant. Là, il faut nous sommes dans attendre un après régime 30 ans, semi-présidentiel. après 50 ans. Ok? Donc le pouvoir est partagé. Ça, c'est un truc que vous devez savoir. Nous avons 4 institutions. Le président de la République, le gouvernement. Nous avons encore le Parlement et le cours des tribunaux. Sur ce, aujourd'hui, vous dites que non, le président de la République, regardez, tout ça, vous l'incombez la responsabilité de notre justice. Mais tout en oubliant. Nous la combattons pas, mais c'est une réalité. Attendez. Tout en oubliant que la justice est indépendante. Donc vous dites une chose et son contraire. Mais c'est lui le magistrat suprême. Magistrat suprême ne veut pas dire mettre la main mise sur les affaires juridiques. Pas du tout. Mais ça, c'est un truc que j'aimerais vous dire. Vous savez, en droit, il y a un principe où on dit la parole du président de la République peut être aussi comme une loi. Donc le président peut dire quelque chose et puis même si ce n'est pas prévu dans les lois de la République, ça peut faire partie intégrante des lois de la République. Je pense que dans le prérogatif de notre institution, on ne donne pas au président de la République le mandat de mettre la main sur d'autres institutions. Je ne pense pas. Raison pour laquelle je vous ai dit, désolé, que toutes les institutions sont totalement indépendantes. Alors, il faut apprendre à responsabiliser les institutions, notamment les cours et tribunaux, notamment le Parlement et tout ce qui va avec. La justice est indépendante, mais le président, lors de ses points de presse, l'avait dit qu'il va essayer de suivre les dossiers de Stanislas Boujakera. Et puis, quelques temps après, on a vu Stanislas. Parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est pourquoi j'ai dit non. C'est pourquoi il est le magistrat suprême. En tout moment, il peut aussi se miser pour bien suivre, pour veiller sur les bons fonctionnements de la justice. Et c'est ce qu'il essaie de faire. Et ça, j'aimerais vous rassurer. Parce que de par les changements, tout ce que nous sommes en train de voir, je pense que déjà, ça va dans un sens assez positif. Donc ici, étant donné que nous sommes en train de parler du gouvernement, donc je pense que lors de la sortie de la formation du gouvernement, nous aurons quand même des personnes qui vont occuper des postes de par leurs expertises. Soyez-en sûrs. Alors, en attente de la sortie du gouvernement, quand on parle d'un premier ministre dans notre pays, on mélange tout. Dans le sens où on peut coller le ministère de l'économie au Premier ministre, le ministère des Transports au Premier ministre et autres. Alors, au regard de tout cela, que faut-il faire pour enlever cette confusion dans la tête des Congolais afin d'éviter de dire que la Première ministre, Madame Judith, est incompétente? Comme je viens de vous le dire, le chef du gouvernement, D'abord, pour répondre à votre question, je dirais que cette responsabilité incombe à nous les politiques et à vous les journalistes. Parce que nous sommes des vecteurs de conscience. C'est nous qui véhiculons une pensée dans le but d'orienter la population sur la droiture. Déjà, vous, des journalistes, quand vous avez un penchant, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Nous sommes dans une république où je vois des journalistes avoir des tendances, des couleurs, des appartenances. Notamment mon ami qui est juste devant moi. C'est normal, ce n'est pas mon ami qui est juste devant moi, il a des penchants. Nous sommes dans une normalité des choses. Non. Je pense que dans la déontologie journalistique, ça ne vous donne pas le droit. Vous parlez, ça ne vous donne pas de donner des leçons aux journalistes. C'est quelque chose que je suis en train de déplorer. Okay. De par la question qu'il a eu à me soumettre. Un journaliste. Est-ce que ce sont les opinions des journalistes qui empêchent les... Mais effectivement, déjà quand vous avez... Non, je vous pose une question. Déjà, non, je ne pose pas, mais okay. je réponds à ma propre question. Okay. Déjà, quand vous avez un penchant, un penchant par rapport à, je dirais quoi, par rapport à une appartenance politique, croyez-vous que lorsqu'on vous donnera la parole pour analyser sur la gestion du président, par exemple, Fachi, est-ce que vous allez le faire de manière rationnelle ou de manière personnelle? C'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce que ce sont des opinions des journalistes qui empêchent au président Fachi de bien faire les choses? Non, je pense que c'est les opinions de journalistes corrompus, détourneurs, qui empêchent à la population de comprendre ce que madame... Est-ce que les journalistes sont plus corrompus que ces ministres qui ne cessent de voler l'argent de l'État? Ici, d'abord, nous sommes en train de parler en termes de la connaissance, en termes d'instruction. Je pense que le manque d'instruction que la population a, le résultat découle de journalistes aujourd'hui corrompus, des journalistes qui ont un penchant, des journalistes qui ont des appartenances politiques. Un journaliste doit faire son travail dans toute
impartialité. Et ces journalistes qui sont... Voyez-vous? Parce Et que- je pense qu'en allant dans ces sens-là, nous aurons quand même des émissions où on va commencer à expliquer à la population Mais- par rapport à la gestion de la République, par rapport à la responsabilité de chaque ministère. Et voilà. Mais vous ne trouvez pas que le Premier ministre aussi a sa responsabilité là-dessus? Parce que lorsque le travail ne se produit pas en bonne et due forme, on voit le président, mais également le Premier ministre. Si le Premier ministre a la responsabilité de commencer à définir son travail auprès de la population, parce qu'il n'est pas responsable d'abord, il est responsable certes de la population, mais pas de manière directe, mais de par leur représentation qui sont les législateurs. Voilà pourquoi je dis le Premier ministre, il est responsable devant le Parlement. Voyez-vous? Et lorsqu'il part au Parlement, il part présenter son projet. Il part défendre son budget. Il n'est pas commencer à définir le travail pour lequel il doit exercer en occupant tel poste. Non. Voyez-vous. Donc, je dis, la responsabilité est partagée. Raison pour laquelle nous, en tant que politiques, vous, en tant que journalistes, vous devez, deux fois dans vos différentes interventions, dans vos différentes émissions, en parler suffisamment dans le but d'instruire à la population, de leur montrer la voie, de leur dire quoi faire. Quel est le rôle du Premier ministre? Quel est le rôle du gouvernement? C'est quoi le Premier ministre, il est responsable vis-à-vis de... Tout ça, c'est important pour en fait, en termes de connaissances que la population doit avoir sur la gestion de la chose publique. Alors, Voilà. la dernière question pour clôturer avec cette thématique. Il y a des ministres qui ont travaillé avec Samalou Kondé, Samalou Kondé 2 pour vous. S'il faut reconduire certains ministres aujourd'hui, partons de leur manière de travailler, ça sera qui par exemple? On commencera par M. Liao. Monsieur Liao, je parlerai aussi de monsieur... il y a M. Liao. Bon, la dame, je pouvais la citer, mais elle a été un peu déclassée étant donné que c'est elle la chef. Il y a M. Liao, il y a... le ministre du budget, le ministre de la santé aussi, le ministre avec son projet Le ministre de la santé, comme on a on connaît pas ministre de la santé. Ah. Et puis il y a aussi le ministre. Bon, il y a vraiment une bonne panoplie de ministres que je peux quand même mettre dans ma liste. Soyez-en sûrs qu'on peut quand même, qui peuvent revenir pour la énième fois. Mais je pense que, étant donné que ce sont des personnes qui ont eu à travailler, donnons aussi la chance à d'autres personnes. Vous êtes dans le content but. de vos ministres des FDC, ceux qui ont travaillé avec Samalou Kondé 1, Samalou Kondé 2. Je pense pas si on a eu, je pense que je dois encore m'acquérir de cela. Si on a eu beaucoup de ministres dans le gouvernement de Samalou Kondé, mais je pense pas qu'on a eu plus de 5 ministres. Je ne pense Vous pas. êtes d'accord, vous êtes content de leur manière de travailler? Pourquoi pas? Parce que déjà, ce sont des personnes qui incarnent les principes de notre autorité morale. Travailler pour le peuple, dans le but de s'oublier totalement. Si aujourd'hui, moi, je donne un exemple, j'ai occupé un poste ministériel, soyez-en sûrs que vous serez très très bien rémunéré et surtout, ça sera pour l'intérêt général. Vous aussi, vous commencez avec des promesses. Apparemment, ça sera encore un mandat rempli de promesses qui Apparemment, ne vous se êtes réalisent contaminé. Le président continue à faire des promesses, vous ne faites des promesses, on parle comme ça des C'est votre promesses en point fort promesses. apparemment. Hein. Je pense que non réalisables. non réalisable, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a eu beaucoup de tumultes, ce qui nous a quand même empêché de réaliser certains Tel que vous projets. allez parler de la Covid, c'est ça? Oh, je n'ai même pas dit, vous m'avez précédé. Bon, d'accord, je pars dans ce sens-là, je pars de la Covid, alors pour vous faire plaisir. Donc je pense que déjà, le président de la République, c'est un homme qui essaye quand même de redorer l'image de ce pays, de le conduire dans des choses assez rationnelles. Je le crois, déjà ce qu'il a eu à faire durant son quinquennat passé, et nous espérons que c'est ce quinquennat, qui est son dernier bien sûr, il essaiera vraiment de faire des bonnes choses. Déjà de par la nomination de la dame, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui veut vraiment voir ce pays émerger. Donc voilà, soyez-en, écoutez, faites-lui confiance. Ça, je m'adresse particulièrement à mon jeune frère, à mon frère, de lui faire confiance et je pense que les choses iront très 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 bien. Voilà. Alors, bien sûr, Kabila, Joseph Olengankoyi et tant d'autres accusés d'être parmi les complices des Corneille Nangaa.
dans son mouvement Alliance des Fleuves. Des révélations faites par Eric Nkoulou, l'un des proches conseillers de Nanga, arrêté par la justice congolaise. Vous avez suivi cette vidéo qui a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. C'est bon. D'abord, votre réaction à chaud par rapport à cette révélation faite par Eric Nkoulou, l'un des conseillers de Corneille Nangaa, qui a cité les noms de Joseph Kabila, ancien président de la RDC, Joseph Olenga Nkoyi, ou encore de tant d'autres personnalités de ces pays, d'être en connivence, de travailler avec Corneille Nangaa, lui qui depuis un moment est en train de combattre aux côtés des M23. En fait, la première des choses que j'aimerais dire, c'est la responsabilité à ce stade incombe plus à la justice. Parce que la justice devait normalement s'imprégner de cette affaire, étant donné que ce sont des hautes personnalités de ce pays qui ont été citées, notamment l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila. Déjà, je pense que ce n'est pas la première fois qu'il soit cité sur des choses qui a trait à la guerre, je pense déjà surtout sur cette affaire de M23. C'est pas la première fois. Je pense qu'il y a un article français qui a été diffusé en 2000, si ma mémoire est très bonne, en 2018, où même on avait suggéré au président Fachi de mettre la main sur cette affaire, mais étant donné qu'il y avait des accords qui nous liaient, on ne pouvait pas aller dans ce sens-là. Sur ce, j'aimerais dire que la responsabilité revient à la justice. La justice doit s'imprégner de cette affaire et mettre la main, et c'est un peu d'enquêter là-dessus, et mettre la main sur les malfrats. Je pense qu'il est temps maintenant de mettre fin à cette guerre. C'est très facile de le dire comme ça, mais quand vous allez à l'est du pays, vous allez vous rendre compte que cette guerre, en tout cas, ça fait plusieurs victimes, ça fait des victimes, et je l'avais même dit dans mes différentes interventions, que tous les moyens sont nécessaires pour arrêter, mettre fin à cette guerre. S'il faut négocier avec le M23, nous devons le faire. S'il faut faire la guerre avec le M23, je suis en train d'aller. J'ai bien dit au départ que tous les moyens sont nécessaires. S'il faut négocier avec le M23, nous devons le faire. S'il faut faire la guerre avec le contre le M23, nous devons le faire. Parce que déjà, c'est un truc que j'aimerais vous dire. L'idée que le président avait mise en évidence de négocier avec le M23, au départ, je pense qu'au départ, c'était une idée assez louable. Pourquoi ? Parce que cette guerre a duré des décennies. Et je pense que depuis le début de cette guerre, la seule astuce ou la seule voie que nous avons utilisée pour mettre fin à cette guerre était la voie de la guerre. Laurent Désiré Kabila a fait la guerre avec le Rwanda. Le fils est venu, il a fait la guerre avec le Rwanda. Et quel est l'impact de cette résolution ? Nous l'avons fait dans le but de radier la guerre. Mais pourquoi la guerre continue à persister ? Sur ce, s'il faut négocier avec eux, dans le but de les écouter, pour qu'ils nous disent qu'est-ce que nous devons faire, pour qu'ils nous fassent savoir, pour qu'ils nous fassent savoir en fait leur attente, on est prêt. Nous sommes prêts à se pencher dans ce sens-là. Ça, je pense que j'ai même eu à le dire à plusieurs reprises. Donc, toutes les voies sont nécessaires pour mettre fin à cette guerre, parce qu'on parle de tuerie. Je pense qu'il y a des milliers de personnes qui sont parties de par cette guerre. Déjà, nous devons vraiment penser comment nous devons mettre fin à cela. Et sur ce, je demande moi personnellement à la justice de mettre la main à ces personnes qui ont été citées dans le but d'enquêter là-dessus. Et voilà. Alors, comment comprenez-vous ces révélations arrivent justement après la déclaration d'Augustin Kabouya, secrétaire de l'IDPS. Vous vous souvenez de cette matinée animée devant les partis politiques, devant l'IDPS, où il avait infirmé et affirmé que Joseph Kabila avait fui. Et quelques jours après, ce sont ces révélations, Eric Nkoulou qui sort à la demi-app pour citer le nom de Kabila. Ne s'agit-il pas ici d'une cabale politique créée et pour salir l'image de Joseph Kabila, ou bien il s'agit bien sûr d'une réalité? Déjà, j'aimerais éclairer l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, qui nous écoute aujourd'hui, sur cette guerre. Sur ce, les propos ténus
On dit, il y a un principe et un droit qu'on dit, les propos tenus n'engagent que son auteur. Donc, Les propos raison. n'engagent que Kabouya. Non, je parle même pas de Kabouya d'abord. Désolé, parce que c'est un monsieur qui me connaît, j'ai travaillé avec lui, c'est mon ex-chef, le CG. Je parle de celui... Vous êtes Oui, passé par l'île des je suis passé à ses pieds. On Je va pense que tout s'il le me, monde passer par l'île des je pense que s'il m'écoute, il va. Sur ce, Ok. les propos tenus n'engagent que son auteur. Je parle de la personne qui a eu à citer M. Joseph Kabila comme malfrat sur l'affaire qui a trait à cette guerre. Je pense que déjà, nous, il y a beaucoup de gens qui disent que non, c'est une attente avec le chef de l'État, juste dans le but de mettre la main sur Joseph Kabila, tout ce qui va avec. Je pense, écoutez, si le chef de l'État devait mettre la main sur Joseph Kabila, je pense que ça devait être le premier jour, le jour après même de sa prestation de serment. Ça devait être le jour après. Je parle même de 2018, je ne parle pas de cette année. Parce que ce monsieur a eu à faire beaucoup de bévues. Je pense que ce n'est pas une priorité pour nous. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est mettre fin à cette guerre. Sur ce, si c'est M. Joseph Kabila qui est à la tête de cette milice, nous allons mettre la main sur lui. Chose qui est claire. Alors je ne vois pas pourquoi vous êtes en train de créer de l'amalgame dans le but de dire que M. Augustin Kabouya a eu à utiliser des propos qui ne tiennent pas la route. Il a dit, mais effectivement, nous, quand il c'est dit... que lui-même, il a Non, dit. mais quand il dit par exemple que M. Joseph Kabila a pris sa poudre d'escampette, vous pensez que ce monsieur l'a dit de par des émotions ou quand même c'est un propos qui découle de la rationalité? Il est allé se renseigner auprès on dit quoi, c'est Comment on appelle ça? J'ai- Le service de l'État, là. qui travaille à l'aéroport là. Ah ouais. Il est allé se renseigner. On lui a dit que M. Joseph Kabila, on n'a aucune lettre qui justifie sa sortie. Il était allé là-bas pour se renseigner en qualité. DGM, voilà, on parle de DGM. Il est En sorti. qualité de qui? Pardon? En qualité de qui Kabouya était allé pour poser la question à la DG? Mais en tant que législateur, le rôle du législateur, c'est de faire quoi? Non seulement de contrôler le gouvernement, mais aussi les entreprises publiques. C'est ça, en tant que législateur. Il ne faut pas dire qu'en qualité de qui. C'est ça le problème. À l'époque, on pouvait dire en qualité de qui, mais pour le moment, M. Kabouya, c'est un législateur. Un élu du peuple. Est-ce que ce n'est pas Et c'est le moment... non, Pardon, et je c'est- vous relance, pardon. Oui. Est-ce que ce n'est pas le moment pour la justice d'interpeller aussi Augustin Kabouya parce que ça donne l'impression comme si il en sait trop par rapport à cette affaire? Non, aussi aider la justice. il ne fait que rester dans ses prérogatives. Il ne fait que rester dans ses fonctions, dans son rôle en tant que législateur. Je vous le dis ici, que le rôle d'un législateur, c'est de légiférer les lois, mais deuxièmement aussi, contrôler les entreprises publiques et les gouvernements. Alors s'il parle à DGM pour se renseigner par rapport à la sortie de ce monsieur, où est le mal? C'est ça le problème. Il n'y a aucune lettre qui certifie que ce monsieur a été autorisé pour sortir dans l'étendue, dans les territoires congolais. Il n'y a aucune lettre, aucun document. Mais non, comment voulez-vous que nous puissions réfléchir là-dessus? Le président Tshisekedi aussi est sorti, on ne sait pas où il est passé. Ça, c'est ce que vous dites. Ça, c'est ce qu'on appelle en journalisme le bruit du couloir. Et Mais c'est ça le comble. Non, s'il vous plaît. Vous n'avez pas lu ce que S'il sa vous plaît. parole a écrit. Elle a écrit quoi? Hein? Elle a écrit quoi? Elle a dit Dites-nous. que le président Tshisekedi a voyagé pour l'étranger sans pourtant citer les pays. Non, mais écoutez, s'il vous plaît. Alors, tous les voyages que le président de la République effectue, je pense que sont des voyages officiels et non pas Mais c'est officieux. signalé. On sait S'il vous toujours plaît. que le président S'il Tshisekedi vous est allé plaît. au Togo. Et- Il est et- allé non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mm. Et si ce sont des voyages qui a trait à sa santé, par exemple, voulez-vous que Même nous à sa puissions... santé, il doit dire il est redevable à toute la République. Mais effectivement, Ce n'est pas un c'est citoyen, là où c'est le président de la République. c'est là où je suis un tout petit peu en train de vous dire que vous devez d'abord vous imprégner, parce que moi je vous rassure qu'il y a eu une lettre qui a été prononcée. Je pense que j'en ai même dans mon téléphone là. Bon, si on peut me donner Ouais, l'autorisation. on va vous amener les téléphones. Oui, Pardon, effectivement. pardon. Ok. Donc c'est une lettre qui a été publiée où nous voyons clairement, où on certifie là où le monsieur est parti, le chef de l'État. Il est parti. Oui, effectivement. Ah, mais ce n'est pas ce que sa porte-parole a écrit. La porte-parole. Non, c'est s'il ce vous qu'elle a plaît. dit. Il y a de bruit du couloir, monsieur. Combien de lettres, combien de fausses lettres nous avons On eues? parle au Rwanda. Combien de fois? Oh Parce non, qu'il a envoyé spécial arrêtez, de s'il la vous plaît. RTBF à- Vous savez à que les Haïti, la propos, vie, vous savez que les propos tenus n'engagent que vous. Vous venez de dire que le président de la République au Rwanda.
Mais c'est ce que... Et si un cadre de son parti partez, vous portez plainte. Oh, mais ce n'est pas moi qui ai dit ça. Non, vous venez de le dire. Que Il faut porter plainte. Vous m'informez en tant que... Vous m'informez en tant que... Moi, en tant qu'invité, vous m'informez que le président de la République est au Rwanda. Alors moi, je vous dis que les propos tenus... Oh là là. C'est pourquoi même sa porte-parole a réagi. Elle a réagi au dire de l'envoyé spécial de la RTBF au Rwanda. C'est lui qui a cité qu'il y aurait vu le président Tshisekedi au Rwanda. Non, je pense que toutes le voyage du président, et ce sont des voyages officiels, je le pense, et ça, je prends vraiment vous le certifier. Est-ce que cette histoire des accusations, chaque jour qui passe, accusation sur accusation, n'est-elle pas en train de créer des divisions, des frustrations entre les Congolais? Accusation contre qui? Chaque jour qui passe, Kabila fait ceci, chaque jour qui passe, Nanga fait ceci. Non, ici, il n'est pas question de faire la chasse aux sorcières. On n'est pas en train de vouloir faire la chasse aux sorcières. Je suis en train de vous dire que lorsque nous parlons de la guerre à l'Est, toutes les voies, tous les moyens sont possibles pour mettre fin à cette guerre. Vous n'avez pas sûrement été à l'Est du pays. Demandez aux gens qui ont été là-bas, les gens qui ont eu à vivre cette guerre. C'est pas beau à voir, ce n'est pas beau à entendre. Il y a des personnes pendant que nous sommes en train de parler, il y a des gens qui sont en train de mourir là-bas. Et vous pensez que ça nous fait plaisir? Lorsque nous venons sur ce plateau en train de parler sur cette guerre, vous pensez que moi, par exemple, je suis natif de l'Est. Je suis du Nord Kivu, Mourega plus précisément. Et ce sont des territoires que qui ont été occupés. Et ne pensez pas que lorsque nous venons ici, nous le disons avec de plaisir, ça nous fait... Non. Le but, c'est de mettre fin à cela. Même s'il y avait une personne, toute personne qui a trait à cette... qui est en train d'alimenter cette milice, nous devons mettre la main dessus. Alors, je pense que si cette personne, la personne qui a eu à dénoncer M. Joseph Kabila, la justice doit maintenant s'imprégner de cette affaire, de voir effectivement si ce monsieur a affaire à cette guerre. Et moi, je pense que s'il a affaire, que la justice puisse vraiment mettre non seulement la main sur lui, mais sur tous ses biens. Alors, il y a une circulaire de la ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui a levé les moratoires sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous avez un monsieur proche de Nanga, collaborateur de Nanga, qui est arrêté, qui cite d'autres personnes. On était revenu dans cette circulaire sur la haute trahison ou bien encore la trahison. Est-ce que pensez-vous que ce monsieur, Eric, doit être la première personne à subir ces sorts, ou bien si ça arrivait que la justice puisse les condamner, qu'on puisse les pendre? En tout cas, je suis totalement d'accord. Je pense que déjà, il était temps de mettre cela en exergue pour notre pays, je le pense. Déjà de par ce que nous vivons tous les jours, les détournements de fonds, des choses tellement illicites qui se font, des enrichissements illicites qui se font avec nos dirigeants. Je pense qu'il en était temps. L'homme congolais a tellement blagué avec la gestion de la chose publique. Il est maintenant question de leur mettre face à leurs responsabilités. Sur ce monsieur doit être la première personne à goûter à cette loi sur la peine de mort. Et moi, je suis totalement partant. Je suis totalement, surtout lorsque ça concerne la guerre de l'Est. Pire encore, ils ont eu à créer une milice avec M. Nanga dans le but de déstabiliser le pouvoir en place. Voyez-vous que ça fait plaisir à entendre? Je ne pense pas. Alors le temps est venu que les choses sérieuses commencent. Vous voulez voir que ce pays décolle. Nous avons tous besoin, nous souhaitons que la RDC puisse émerger. Nous souhaitons tous, nous conjuguons le même verbe. Nous réfléchissons à l'unisson. Mais je pense que nous devons mettre nos appartenances de côté dans le but de voir ce pays décoller. Et je pense qu'il doit être la première personne qui doit goûter à cette loi. Et vous pensez que l'arrestation de Kabila ferait que cette guerre à l'Est puisse terminer? En tout cas, si c'est lui l'auteur, je pense que c'est une bonne décision à prendre. Mais pourquoi lorsqu'on parle de la guerre à l'Est, on fait toujours allusion à Kabila? Est-ce que ce n'est pas une façon d'exposer la famille Kabila aussi? Déjà, non, on ne dit pas c'est exposé. Pour des gens qui le disent, réfléchissons un tout petit peu. M. Joseph Kabila a pris ce pouvoir en 2001. Je pense qu'il a pris le pouvoir sous de tumultes. Nous tous, nous le savons. Il a eu à
à réunir le pays avec 1+4. Mais avant ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont été citées. Du fait que des accords, moi-même, je pense que vous n'êtes pas innocent sur ça. Il y a eu des accords qui ont été prononcés, qui ont été même diffusés, des lettres qui justifient l'appartenance que M. Joseph Kabila avait avec le Rwandais. Alors je pense que si c'est une personne qui est en train d'attiser la guerre de l'Est, si on doit mettre la main sur lui, je pense que c'est bon. Ici, je répète, on n'est pas en train de faire la chasse aux sorcières. Ne pensez pas le fait qu'on est en train de citer le nom de Joseph Kabila pour des gens qui le font, bien sûr. Ce sont des gens qui ne sont pas imprégnés de certaines réalités qui en découlent. Non, ce sont des gens qui savent que une infraction peut m'être poursuivie, par exemple l'imputation dommageable. Dites par exemple que non, M. Joseph Kabila est à la tête du M23. C'est une infraction si tu n'as pas de preuves. Donc je pense que ce sont des gens, de fois la justice peut, en réfléchissant un tout petit peu, on peut quand même essayer un peu d'apporter de la lumière dans cette affaire. Et je pense que ce monsieur-là est l'autre. Je pense, de par ce que j'ai entendu, et être l'auteur de tout ce qui s'est passé à l'est du pays. Alors, donc, voilà. excuse-moi Daniel, je vais finir avec cette question qui était un peu... je pense que c'est la dernière. Oui, qui était un peu Kabila pour revenir vers le parti AFDC. Au regard de ce qui s'est passé après que la Cour constitutionnelle s'est y prononcée, il semblerait que l'Union sacrée est un mauvais allié pour l'FDC. Est-ce vrai? Faux. Ok, merci. Alors, aujourd'hui, on parle de Kabila, aujourd'hui, on parle de Nanga, aujourd'hui, on parle de tout le monde, alors que Kagame, on l'a aussi accusé, on dit que c'est lui qui est derrière cette guerre. Le fait, aujourd'hui, de commencer à citer les noms des Congolais, ce n'est pas une façon de donner du crédit à Kagame, de se dire, bon, ok, Kagame est né pour rien, ce sont des Congolais et qui sont en train de tuer leurs propres frères. J'ai pas bien compris. Le fait aujourd'hui de citer, je disais ceci, le fait aujourd'hui de citer Kabila, de citer Olenga Nkoyi et tant d'autres, des Congolais sont cités par la justice congolaise, ce n'est pas une façon de laver Paul Kagame qu'on a toujours cité comme l'un des auteurs de cette guerre à l'Est. Déjà notre malédiction, c'est le fait que nous avons une richesse très volumineuse, ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas tellement avoir des alliés. Toutes les personnes qui essaient de se rallier à nous le font pour leurs propres intérêts. Raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui le Rwanda n'est pas sanctionné à la communauté internationale et tout ce qui va avec. Et c'est vraiment ça notre propre sort. Mais je pense que, comme l'avait dit le président de la République, avant de réfléchir Paul Kagame, nous devons d'abord comprendre que nous sommes infiltrés. Ok ? Alors, il est d'abord important de commencer à couper cette hémorragie dans le but de voir un tout petit peu comment nous allons réfléchir, qu'est-ce que je suis en train de dire? Si on peut créer toujours, si on peut déclarer la guerre contre le Rwanda. Parce que je pense que le président de la République l'avait dit. Et beaucoup de gens même ont dit que non, il n'a pas eu à réaliser ce prouesse. Il a encore dit qu'il est important de commencer d'abord de manière interne avant de faire de manière externe. Parce que vous pouvez être là en train de déclarer la guerre contre le Rwanda, mais tout en ignorant qu'il y a des infiltrés parmi nous. Soyez-en sûrs que nous sommes en train de nous livrer vers la mort ou vers le suicide. Le mieux serait d'abord de se débarrasser de toutes ces personnes qui ont tissé de liens avec Paul Kagame. Et je pense, pour faire la guerre au Rwanda, c'est en un claquement de doigts. À l'interne, avant d'aller plutôt à l'externe, n'est-il pas important aujourd'hui à l'interne de créer une cohésion nationale, de mettre tous les Congolais autour d'une table pour essayer de contrer les complots, ce qui se prépare au niveau international? Un dialogue aujourd'hui peut être possible pour les Congolais et important. Un dialogue avec entre les Congolais, si ça arrivait que le président Tshisekedi, comme garant de la nation, puisse organiser un dialogue pour que les enfants du pays, les Congolais, puissent se mettre autour d'une table pour créer ou bien recréer cette cohésion nationale. D'abord, il faut savoir c'est quoi le but. Étant donné que son pouvoir est l'émanation du peuple, il a reçu cela parce que moi et toi, on était allés voter.
Et je te remercie même de ta voix, parce que c'est même l'une de voix qui a eu à qui a eu à chuter un plus. Donc et maman Sarah aussi. Donc le jour où elle était en train de voter, elle m'avait certifié que je vais pas voter monsieur Fachi. Bon, certes que c'est le vote est individuel, mais bon. Sur ce, je pense que étant donné que il est en fait son pouvoir est l'émanation du peuple. Il n'est pas question, là on ne réfléchit plus sur des cohésions, sur des coalitions, sur tout ce qui va avec. Parce que là, il est question de lui seul. On a voulu avoir non seulement le pouvoir, mais aussi la majorité parlementaire, chose qui nous a été donnée. Quant à nous maintenant de vous prouver, ou de prouver à la République, nous avons les choses en main, et nous pouvons travailler dur pour l'avancée de notre pays. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Réfléchir cohésion, réfléchir ceci, ce n'est pas à l'ordre du jour. Parce que déjà, nous avons la majorité parlementaire. C'est chose qui est très importante. Donc je pense que déjà, d'ici peu, lorsque le gouvernement sera formé, nous devons réfléchir comment nous allons changer les choses, comment payer les journalistes, comment payer les médecins et tout ce qui va avec. Donc voilà. Pourquoi les Congolais doivent-ils continuer à croire au régime Tshisekedi? La première raison, c'est parce que, d'abord, c'est un natif congolais. Je pense, de par l'ancien régime, lui, vraiment, c'est purement un Congolais. On sait d'où il vient, on sait comment il a grandi. Et de par sa petite histoire, c'est quand même une personne qui a eu à travailler pour... il a un cœur là, il a eu à militer depuis l'époque de Mobutu pour le bien-être de Congolais. Et l'une des raisons qui nous pousse en fait à croire, c'est déjà de par le premier quinquennat qu'il a eu à faire, il avait travaillé dur pour essayer un tout petit peu de conduire ce pays à l'émergence, malgré que nous avons eu des bâtons sur le roue, mais on a quand même essayé de faire quelque chose. C'est quand même à féliciter. Merci Bob Wabenga. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir une fois encore dans cette émission. Merci d'avoir répondu. Mais pourquoi vous le faites froidement comme ça? Là, ça veut dire qu'on est entré, on était comme ça. Non mais, là, on chute avec. Non mais de par on chute comme ça. Quand on change la voix, comment ça veut dire? Parce que la fois dernière, c'était un peu intense. Mais là, je vois que vous avez... Alors, c'est avec cette ambiance, mais c'est Bob Wabenga. Je rappelle que vous êtes cadre. Malgré il y a une personne qui m'a pas déconcentré, mais bon, ça va. J'ai quand même lié à faire moi. Je disais, vous êtes cadre et communicateur de l'AFDC, des sénateurs à Modeste Bahati. Merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions de la belle manière. En tout cas, merci beaucoup. Le plaisir a été partagé. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Non. Prochainement, j'aurai vraiment besoin que ces dames occupent le poste de ministre de médias. Je le pense, je crois. Donc, prochainement, avec vous, c'est cette dame qui va d'ailleurs, qui sera à la présentation. Oui, en tout cas, en tant que ministre, mais ministre spécialement, elle me reçoit. Comment ça d'abord ici? Alors, Sarah, merci. Merci à toi, Daniel. Je profite de l'occasion pour souhaiter un heureux anniversaire au pasteur de l'église EJCC à Massina, le pasteur Guilain, de la part de sa fille Judith Mokabi. Donc beaucoup de bonheur, beaucoup de santé et prospérité pour cette nouvelle année. Voilà. Alors, merci Sarah. Merci Daniel, merci Monsieur Bob d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est dégusté. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ces premiers numéros de votre magazine. On va se retrouver le mardi pour le deuxième numéro. Que vive la République, vive la RDC à demain 16h. Restez-nous toujours fidèles. Que vive Fachi.